on ne pose pas le diagnostic avec certitude parce que malheureusement c'est fait avec l'autopsie, donc avec le décès. C'est un diagnostic fortement probable. Et pour cela, il faut avoir le maximum d'arguments. Il y a un argument, ce sont les différents tests neuropsychologiques que l'on fait pour regarder un tout petit peu quelle est la diminution des capacités intellectuelles, cognitives, etc. Il y a effectivement de l'imagerie, plutôt IRM, mais plutôt pour écarter d'autres causes qui pourraient expliquer vos différents signes. Il y a aussi des prises de sang que l'on fait pour vérifier certaines choses. Mais c'est un faisceau d'arguments qui permet à bout d'un moment de faire un bilan, de se dire... Et pourquoi on ne parvient pas à faire un diagnostic précis et totalement fiable à 100%? Parce qu'on est encore dans une boîte noire, je dirais, on ne connaît pas la cause de la maladie. On a certains signes, des lésions au niveau du cerveau qui peuvent induire ces signes, mais il y a des personnes qui ont des troubles, mais qui n'ont pas ces signes. Ouais. Donc on n'a pas de certitude par rapport à ça. C'est l'une des grandes difficultés, justement, pour le professionnel quand il va annoncer un diagnostic dont il a une forte probabilité, mais pas une certitude. Alors qu'est-ce qu'on vous a dit? Quels sont les mots qu'on a utilisés? Le premier diagnostic, on n'a pas donné les mots. Il y a eu un deuxième rendez-vous chez le neurologue 3 mois après, mais ce rendez-vous-là, c'est la seule fois que je n'ai pas pu l'accompagner. Et là, c'est elle, je parle à ta place, mais non, je peux le dire. C'est elle qui a demandé au neurologue ce qu'il en était. Et la réponse a été... Mais madame, la maladie, elle est là. Vous l'avez. Ben, vous savez, c'est moi, avant de sortir, ce que je me suis dit, mais quand même, je viens pas au neurologue pour rien. Et c'est moi qui ai dû lui poser la question. Pourquoi les médecins ont autant de mal à donner ce diagnostic et à prononcer ce mot? Parce que quand je vous annonce ce diagnostic, je vous annonce, entre guillemets, la fin de votre monde. Ouais. Et derrière, je n'ai pas grand-chose à vous proposer. Il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement curatif. Et les traitements médicamenteux, ce qu'on appelle asymptomatiques, c'est-à-dire qui ont vocation à freiner l'évolution de la maladie, etc., ne sont pas toujours efficaces. Donc il y a une certaine réticence de la part de certains de mes confrères à l'annoncer. Ça se travaille maintenant avec les générations qui arrivent les formations. Pourquoi cette réticence? Parce que est-ce que plus on le sait tôt, plus on pose un diagnostic tôt, mieux on combat ou pas? On n'en sait rien. Vous avez de grandes écoles par rapport à ça. Il y avait effectivement une école qui vous dit, plus vous l'annoncez tôt, plus ça vous permet de vous préparer, de préparer son entourage, de s'organiser pour vivre de manière plus intense les moments présents. Et puis il y a une deuxième école qui dit, mais à quoi ça sert d'annoncer une mauvaise nouvelle à une personne dont par la suite on ne pourra rien faire? La dégénérescence est irrémédiable? Elle est irréversible, elle est irrémédiable, exactement. Oui. Est-ce qu'on peut se préparer à freiner cette dégénérescence, à la ralentir? Il y a maintenant de plus en plus d'études qui nous permettent de savoir qu'il y a des actes, des actions à faire qui permettent de ralentir l'évolution de la maladie. Et un des facteurs très importants sur lequel j'insiste, et je suis content de vous entendre là-dessus, c'est la préservation du lien, de la relation. Beaucoup plus que les exercices de mémoire. Parce que, comme on dit souvent, un prix Nobel a aussi malheureusement la maladie d'Alzheimer. C'est pas le fait d'avoir une forte activité intellectuelle, mais c'est le fait d'avoir un entourage présent et d'être tout le temps stimulé.